Une annonce historique et surprenante a bouleversé le Moyen-Orient. Deux pays ont décidé cette semaine de signer un accord pour faire tomber une force militaire horrible et terrifiante qui occupe le Moyen-Orient et sème la destruction partout où elle passe. Ces deux pays sont le Liban et Israël, et ils en ont assez du terrorisme qui contrôle leurs terres. Vous êtes surprise d'apprendre que le Liban et Israël sont alliés alors qu'on parle surtout de leur guerre? Eh bien, il s'avère que les médias vous manipulent encore une fois, car il ne s'est jamais agi d'une guerre entre Israël et le Liban. En réalité, ce sont le Liban et Israël ensemble contre le régime islamique qui a tenté d'occuper le Liban et d'entraîner le peuple libanais dans des guerres auxquelles il n'a jamais consenti. Cette entité terroriste s'appelle Hezbollah et elle fait partie de l'axe du régime islamique qui opère en Iran, sauf qu'elle est située au Liban. Si vous ne séparez pas le Hezbollah du Liban, l'accord de cette semaine restera incompréhensible. Alors, entrons dans les détails de ce qu'est réellement cet accord et de ce qu'il signifie, car la façon dont il est construit est la preuve la plus claire à ce jour de ce dont il s'agit vraiment dans ce conflit. La guerre contre le terrorisme sévit au Moyen-Orient. Bienvenue dans l'émission Miracle sur JNS TV. Allons-y. Mais avant d'aborder l'accord, il faut d'abord le contexte. Beaucoup voient le Liban comme le Paris du Moyen-Orient, un pays ayant tenté le multiculturalisme sans succès. Peu comprennent les raisons de cet échec. En 1980, alors que le régime islamique renforçait son emprise, il a regardé vers le Liban et a compris l'importance stratégique de ce pays pour l'Iran. Non seulement il était voisin de leur pays ennemi, Israël, mais il leur donnait aussi accès à la mer via la Syrie. Et comme ils cherchaient à renforcer leur stabilité financière, ils avaient besoin du Liban, mais ils ne cherchaient pas à le conquérir par la guerre. Ils ont plutôt infiltré le Hezbollah pour contrôler le Liban de l'intérieur. Vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemble une véritable occupation? Eh bien, le Hezbollah n'est même pas l'armée libanaise et n'a jamais été élu pour défendre le pays. C'est une milice fondée par l'Iran en 1982 pour offrir à la République islamique une arme dirigée vers la frontière nord d'Israël, établie sur une terre étrangère. Et aussi pour s'associer au cartel de drogue sud-américain pour se financer, mais c'est une autre histoire. Pendant des décennies, cela a parfaitement fonctionné. Le Hezbollah recevait son argent, ses armes et ses ordres de l'Iran, pas du Liban. Quand l'Iran avait besoin de pression contre Israël, le Hezbollah ouvrait le feu. Quand les combats éclataient, c'était le sud du Liban qui brûlait, pas le sud de l'Iran. Ils ont requalifié ces attaques contre Israël, non pas comme si Israël était attaqué par l'Iran depuis un autre endroit, mais plutôt comme un conflit entre le Liban et Israël, ce qui n'était pas vraiment le cas. Le Hezbollah a continué à se développer, prenant le contrôle des infrastructures libanaises, semant chaos et destruction sur son passage, et les peuples du Liban et d'Israël ont énormément souffert. Pendant ce temps, le régime islamique continuait de se renforcer confortablement à des kilomètres de là. Le gouvernement et l'armée libanais avaient deux choix. Tenter de combattre le Hezbollah, riche et puissant, avec de grandes chances d'échec, ou le laisser agir. Bien sûr, la campagne de prise de contrôle du Hezbollah n'était pas seulement militaire. Elle était sophistiquée et visait à convaincre le peuple libanais de les soutenir par la force ou la manipulation, gagnant ainsi en légitimité. Rappelez-vous, s'ils peuvent présenter Israël comme les méchants dans un conflit, ils peuvent aussi le faire chez eux. Le gouvernement libanais et son armée ont rapidement arrêté de riposter. Bien qu'ils aient compris avec le temps que c'était néfaste pour leur pays, ils étaient déjà presque impuissants à agir quand ils s'en sont rendus compte. Le Hezbollah est incroyablement puissant. C'est ce que vous devez comprendre avant d'examiner cet accord. Le conflit entre le Liban et le Hezbollah a été éclipsé par le conflit entre le Hezbollah et Israël. Ils ont tiré parti de l'hostilité de nombreux Libanais musulmans, souvent palestiniens, pour se poser en défenseurs face à Israël. Souvent, quand leur soutien baissait, un conflit avec Israël éclatait comme par hasard. Comme nous le savons, le Hezbollah tire sur Israël depuis octobre 2023 en solidarité avec le Hamas après l'attaque du 7 octobre, mais en réalité, c'était juste l'Iran. Le conflit a dégénéré en guerre ouverte. Israël a frappé le Liban en profondeur, tuant la majorité des dirigeants du Hezbollah, dont son chef Hassan Nasrallah, et détruisant la plupart de ses armes et tunnels. Un cessez-le-feu a été conclu fin 2024, mais il s'effondrait sans cesse. Le Hezbollah a gardé ce qu'il restait de son arsenal, et les troupes israéliennes sont restées. Pourquoi? Parce que ces cessez-le-feu ne sont jamais réels. Des accords similaires ont déjà été conclus, mais aboutissent toujours pareil. Israël se retire. Le Liban tente de démanteler le Hezbollah sans succès. Le Hezbollah utilise ce temps pour se réorganiser, se réarmer et reprend progressivement ses attaques contre Israël, exposant le nord du pays à des frappes quasi constantes. La demande pour une solution à long terme grandissait, tant en Israël qu'au Liban. Alors que les Libanais faisaient face à la guerre, Israël essayait d'éliminer le Hezbollah. D'ailleurs, au Liban, 79% des Libanais soutiennent le désarmement du Hezbollah.
Les 30% restants, ils font partie du tiers des Libanais qui sont des musulmans chiites. Et même au sein de ce groupe qui soutient massivement le Hezbollah, 30% d'entre eux pensent que le désarmement devrait avoir lieu. Mais laissons cela de côté un instant, car Israël a compris qu'il fallait agir. Il devait changer de stratégie, comprenant que le Liban, malgré sa haine du Hezbollah, ne traitait pas le problème en question. Ils ont établi une zone tampon au Liban, entrant dans les bastions du Hezbollah et en prenant le contrôle pour sécuriser les frontières d'Israël. Cela a évidemment été présenté par le monde comme si Israël essayait d'agrandir son territoire et de prendre le contrôle du Liban, alors qu'en réalité, Israël avait décidé qu'il était temps de prendre les choses en main et d'assurer sa propre sécurité, puisque le Liban n'allait pas le faire. Alors que les Israéliens ne veulent pas que leurs soldats meurent à cause des attaques du Hezbollah, ce qui se produit quotidiennement en ce moment, ou de réellement prendre le contrôle du Liban et d'y avoir un conflit à long terme, la prise de conscience que ces faux accords de cessez-le-feu qui avaient toujours existé n'allaient pas résoudre le problème. Cela semblait être une meilleure solution. Mais ce n'est pas une solution durable, ce que tente de résoudre ce nouvel accord. Comment faire sortir les troupes israéliennes du Liban pour de bon sans simplement rendre le sud au Hezbollah dès leur départ? Le 26 juin, à Washington, les États-Unis, Israël et le Liban ont signé un accord-cadre pour traiter précisément ce problème. Une feuille de route pour qu'Israël quitte le sud du Liban sans permettre au Hezbollah de s'y installer dès le départ des troupes israéliennes. C'est la première reconnaissance mutuelle entre Israël et le Liban depuis un traité raté en 1983, soit 43 ans depuis qu'il s'est réellement passé quelque chose. Voici ce qu'il faut savoir à propos de ce document que nous allons examiner. Nous n'avons pas besoin de passer en revue chaque section pour comprendre ce que cet accord signifie. Les termes eux-mêmes sont l'argument. Chaque point clé de cet accord montre qu'il ne s'agissait pas d'une guerre entre le Liban et Israël. C'est une guerre de ces deux pays contre la même force occupante, le Hezbollah soutenu par l'Iran. Et le génie de cet accord est tout simplement exceptionnel, bien sûr. Donc, le premier point est la reconnaissance mutuelle. Les deux gouvernements affirment mutuellement leur droit d'exister en paix en tant qu'États souverains voisins, des États souverains, pas le Liban et Israël, plus ceux auxquels le Hezbollah obéit. Le document lui-même ne reconnaît que deux parties à la table. L'Iran n'en fait pas partie. Le Hezbollah n'en fait pas partie. Cela délégitime le Hezbollah. La véritable portée de cette clause n'est pas du tout militaire, car le Hezbollah n'est pas désarmé et toutes ses infrastructures n'ont pas encore été détruites. Sur le champ de bataille, rien ne change pour l'instant. Le changement est d'ordre juridique et politique. Le gouvernement libanais légitime vient officiellement de déclarer qu'il n'a aucun différend avec Israël et a qualifié le Hezbollah d'organisation étrangère opérant sur le sol libanais. C'est le mécanisme derrière l'accord. Le Liban n'a pas simplement signé un document de paix, il renie légalement le Hezbollah et s'en sépare. Et cela donne à Israël quelque chose qu'il n'avait pas auparavant, une couverture légitime pour continuer à agir contre le Hezbollah dans le sud du Liban avec le soutien du gouvernement libanais. Ils occupent un territoire contrôlé sans pression diplomatique ni être vus comme occupants, ce qui survient quand une population vous considère ainsi. C'est crucial. Mais que change concrètement cet accord sur le plan technique, au-delà des formules de courtoisie politique? Point numéro 2. Le Liban s'engage à un désarmement complet et vérifié de tous les groupes armés non étatiques et au rétablissement de l'autorité des forces armées libanaises sur son propre territoire. Ce n'est qu'une fois cette vérification effectuée que l'armée israélienne se redéploie, zone par zone. Cela signifie qu'Israël ne se retire pas encore du Liban. Mais cela rend sa souveraineté au Liban. C'est la véritable armée du Liban, les forces armées libanaises, FAL, qui se voit confier la tâche d'être la seule armée du pays. Pourquoi cela diffère-t-il de ce qui s'est passé avant? Attendez, nous atteignons ainsi le point important numéro 3. Le Hezbollah est explicitement nommé. L'accord ne parle pas vaguement seulement de groupes armés et il ne laisse pas la porte ouverte à l'interprétation. Il nomme le Hezbollah. Pendant des mois, la stratégie de l'Iran à travers sa voie de négociation avec les États-Unis était d'inclure le Liban dans la conversation plus large sur l'Iran pour amener Washington à cesser de faire pression sur le Hezbollah en posant cette exigence comme équivalente à cesser de faire pression sur la République islamique. Cet accord fait exactement le contraire. Il trace une ligne claire entre les deux et met le nom du Hezbollah d'un seul côté. Je manquerais à mon devoir si je ne disais pas que ce n'est pas la première fois qu'Israël et le Liban essignent cela. En 1983, lors d'une opération israélienne au Liban, Israël a secrètement négocié un accord de paix direct avec les dirigeants libanais, à l'insu des États-Unis. Ce traité a échoué en moins d'un an, principalement parce que la Syrie, qui occupait alors le Liban, a poussé le Parlement à l'abroger. 44 ans plus tard, presque jour pour jour, l'histoire se répète. Sauf que cette fois, ce n'est pas Israël qui prend Washington de court.
Washington participe aux négociations et la Syrie, responsable de l'échec du dernier accord, n'existe même plus. Le régime Assad s'est effondré en décembre 2024 et n'est-ce pas fou de voir à quel point le Moyen-Orient a évolué ces dernières années? Bref, point important numéro 4. L'accord n'exige aucune confiance, car celle-ci n'a pas d'importance à ce stade. Cela commence par deux petites zones pilotes où l'armée libanaise s'installe et où celle d'Israël se retire. Un processus de vérification américain confirme la disparition de l'infrastructure du Hezbollah avant de débloquer la zone suivante. Ces deux zones qui ont été choisies sont en réalité insignifiantes pour la sécurité à long terme d'Israël face au Hezbollah. C'est donc un excellent moyen de vérifier si le gouvernement et l'armée libanais peuvent réellement éliminer la menace du Hezbollah, comme le fait l'armée israélienne. Une annexe de sécurité est encore en cours d'élaboration et précisera le reste. Et ce n'est pas censé être une solution rapide. Ce sera lent, intentionnellement. Une zone est testée et Israël se retire. La zone suivante, Israël se retire. Parce que la raison de l'échec de tous les accords précédents, remontant même à 1949, venait du fait que le gouvernement libanais promettait qu'il pouvait contrôler son propre sud, mais il n'a jamais pu tenir cette promesse. En ce moment, l'essentiel est de savoir s'ils tiendront leurs promesses, comment ils le feront et si Israël acceptera. Cela nous mène au point 5. Les États-Unis ne sont pas seulement médiateurs ici. Ils cherchent aussi à en assurer l'application. Washington a investi plus de 100 millions de dollars d'aide humanitaire au Liban, mais plus de 30 millions pour renforcer l'armée libanaise afin qu'elle contrôle les territoires remis par Israël. Ils vont réentraîner le Liban pour qu'il lutte efficacement contre le terrorisme. On sait que l'armée actuelle manque de capacité et qu'ils agissent pour y remédier. L'argent n'est pas le vrai problème, c'est leur rôle de vérification qui compte. L'accord crée le groupe de coordination militaire pour le Liban, fonctionnant en continu, dirigé par les États-Unis, qui certifiera la disparition réelle des armes et infrastructures du Hezbollah dans chaque zone pilote. C'est cet élément qui manquait à de nombreux accords précédents. La résolution de l'ONU de 2006 exigeait aussi le désarmement. Il n'y avait personne pour l'appliquer, car l'ONU est inutile et impuissante. Cette fois, si le Hezbollah ne se désarme pas, un mécanisme américain est prévu pour le détecter. Et bien sûr, Israël ne va pas simplement se retirer tant qu'ils ne seront pas satisfaits. Cela ne veut rien dire, d'ailleurs, si la prochaine administration ne fait rien pour le faire respecter. Mais on peut dire sans risque qu'Israël suivra cela de près et n'hésitera pas à intervenir. Israël a essayé de faire comprendre que, même s'il apprécie le soutien américain, il ne va plus en dépendre totalement pour sa propre sécurité. Je précise cela car sinon quelqu'un le signalera en commentaire. L'Amérique a adopté une position étrange contre la défense d'Israël face à la menace du Hezbollah. C'est vrai. Ils ont donné la priorité à l'accord avec l'Iran plutôt qu'à la sécurité d'Israël et du Liban. Et cela a rendu de nombreux Israéliens particulièrement mal à l'aise. Mais le fait que les États-Unis aient donné la priorité à autre chose ne veut pas dire qu'ils ne travaillaient pas aussi à gérer le Hezbollah en même temps. Marco Rubio, l'homme derrière cet accord, nous le prouve. Je ne crois pas que les États-Unis soient parfaits, ni que cet accord signe la fin idéale du Hezbollah. J'espère que cela nous rappelle l'importance de faire confiance à la vision d'ensemble, car la panique face au court terme n'est pas toujours justifiée. Faire face à la menace islamique est une priorité majeure pour les États-Unis, au-delà du seul Hezbollah. Le Moyen-Orient doit rompre sa dépendance envers les États-Unis pour privilégier sa souveraineté, ce qui a été clairement affirmé. Cela ne signifie pas que l'implication des États-Unis soit mauvaise. Avec le temps, on constate qu'il y a une vision plus large, et je pense qu'on peut avoir confiance en cela. L'Iran souhaitait que les États-Unis associent son sort à celui du Hezbollah, ce qui semblait arriver et a causé la panique. Mais ce n'est finalement pas le cas. L'accord sépare totalement les deux entités et permet au Liban comme à Israël de gérer eux-mêmes le Hezbollah. Après la panique des dernières semaines, je ne pense pas que ce point soit suffisamment apprécié ou célébré. Alors prenez du recul, car voici ce que cette semaine nous rappelle réellement. Il n'a jamais été question d'une guerre pour le territoire, la religion, l'ethnie ou tout ce que vous avez pu lire. 3 luttes pour la souveraineté se déroulent simultanément, sous un titre qui ternit l'image d'Israël. En Iran, il s'agit de renverser la République islamique, de réduire son pouvoir et de rendre la souveraineté au peuple iranien en éliminant l'influence des groupes par procuration au Moyen-Orient. Au Liban, il s'agit de se battre pour que seule son armée nationale, et non une milice loyale à une capitale étrangère, soit autorisée à décider quand le pays part en guerre. Et en Israël, il s'agit de se battre pour le droit souverain le plus fondamental, défendre ses propres frontières sans avoir besoin de la permission de qui que ce soit afin d'arrêter le terrorisme avant qu'il n'arrive. Ces conflits sont désormais liés.
Il faut démêler la situation et donner du pouvoir aux bonnes personnes, plutôt que de compter uniquement sur des forces extérieures pour les faire tomber. Le peuple libanais devrait pouvoir contrôler le Liban et ses décisions. Le peuple israélien devrait aussi en avoir le droit. Et c'est maintenant un pas dans la bonne direction. Une tentative vise à modifier stratégie et jeu de pouvoir pour proposer des alternatives face à un problème durable. S'agissant de l'Iran, principal responsable de ces conflits, son influence s'effrite aussi ailleurs qu'au Liban. Le détroit d'Ormuz est depuis près de 50 ans au cœur de la stratégie de sécurité nationale de l'Iran, lui permettant de menacer l'économie énergétique mondiale. Mais l'Irak, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Koweït construisent des oléoducs contournant le détroit. De plus, le pétrole vénézuélien revient sur le marché. Vous voyez une décision que personne n'a reliée à l'époque à la guerre avec l'Iran qui était inévitable, mais nous, bien sûr, nous l'avons fait. Chaque route supplémentaire montre que le monde peut se passer d'Ormuz et que les menaces iraniennes perdent en efficacité. La pression sur l'Iran s'exerce partout, pas seulement au Liban. Mais il se passe ici quelque chose d'encore plus important. Cet accord est le premier en 40 ans à formuler clairement ces 3 points et à les organiser pour qu'ils se réalisent. Cela pourrait échouer car Hezbollah parle de capitulation et l'Iran évoque une violation de son accord avec Washington. L'histoire n'est pas rassurante. La dernière tentative a échoué en moins d'un an. Mais pour la première fois depuis 1983, la question posée n'est pas seulement de savoir comment l'Iran va manipuler les négociations pour obtenir ce qu'il veut et présenter Israël comme le méchant. Il s'agit de permettre au Liban et à Israël d'être souverains et en sécurité, et idéalement de coopérer pour cela. Les États du Golfe connaissent une situation similaire. Comment peuvent-ils rester souverains face aux attaques iraniennes? Surprise, ils collaborent pour trouver une solution. Si le Moyen-Orient peut agir ensemble contre les radicaux, alors peut-être, même si tout le monde est en désaccord sur tous les autres sujets, qu'une nouvelle forme de paix pourrait voir le jour. Je suis Ira Yerka, à la prochaine fois.